Bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue sur Conterrand. Aujourd'hui, en lieu et place de contes et légendes, je vous propose d'écouter quelques histoires sorties de mon propre carnet de récits. Installez-vous bien, je m'en vais vous conter des histoires sur la mer. Là, entre Roulis et Embrun, l'écume salée et la mousse nous déposent parfois de nouvelles légendes sur la plage. Il y avait, dans un vieux port battu par les vents, une taverne qui sentait le sel, le tabac froid et les histoires oubliées. On y trouvait, chaque soir, les mêmes figures. Des pêcheurs à la retraite, des marins de passage, quelques fêtards, à la gueule de bois perpétuelle, et lui. Un vieil homme que tout le monde appelait simplement capitaine. Bien qu'on ne l'ait jamais vu à bord d'aucun bateau, il s'installait toujours à la même table, près de la fenêtre, un verre de rhum à moitié plein, les yeux perdus dans le vide, comme s'il guettait quelque chose que personne d'autre ne voyait. Ce soir-là, l'orage grondait sur la mer, les clients étaient peu nombreux, l'ambiance feutrée. Le capitaine se racla la gorge doucement, puis, sans prévenir, il parla. J'ai vu une île renversée. Les conversations s'arrêtèrent brièvement. On le connaissait pour ses lubies, des histoires de monstres marins, de tempêtes à rebrousse-temps, de sirènes aveugles. Mais une île renversée? On se tut, par curiosité ou simple lassitude. Il continua. C'était il y a des années. J'avais dérivé après une tempête. Le gouvernail cassé, la mer était d'un calme étrange, figée comme du verre. J'ai vu l'île apparaître au loin, immobile et parfaite. Mais plus je m'approchais, plus je comprenais. Quelque chose clochait. Ses yeux brillaient d'un feu ancien. L'île ne reflétait pas le ciel. Elle était le ciel. Les nuages y passaient, lents et profonds. Les mouettes volaient sous mes pieds. Les vagues montaient à la verticale. Les rochers flottaient, suspendus, comme s'ils avaient oublié qu'ils devaient tomber. Et mon bateau se mit à flotter à l'envers, comme s'il avait compris les règles de ce lieu mieux que moi. Un rire moqueur fusa. Et moi, j'ai vu un dauphin qui jouait du violon, capitaine. Mais le vieux ne répondit pas. Il regardait sa main trembler doucement, comme si elle sentait encore la gravité hésiter. J'ai accosté. Il n'y avait pas de rivage, juste une frontière entre l'air et l'eau, floue, douce comme un rêve. Quand j'ai posé le pied dessus, tout s'est tu, même mon cœur. Et là, dans cet endroit renversé, j'ai vu des souvenirs, pas les miens, ceux des autres, comme des bulles de lumière dans les arbres. J'ai vu des visages que je n'avais jamais rencontrés, des larmes que je n'avais jamais versées. Il soupira. Puis j'ai vu le mien, mon souvenir, un que j'avais oublié. Une petite fille sur un quai qui pleurait mon départ. Je l'avais laissée derrière, sans un mot, sans une promesse. Un silence pesant tomba. Le vent sifflait contre les vitres. L'île m'a offert un choix. Rester dans cet endroit hors du temps ou revenir et porter cette mémoire avec moi. Il vida son verre lentement. J'ai choisi de revenir. J'aurais pu rester, oublier, flotter pour l'éternité dans ce miroir. Mais j'ai compris que même les souvenirs oubliés méritent d'être vécus. Les rires avaient cessé. La taverne était redevenue calme, presque respectueuse. Pourtant, un marin éclata soudain d'un rire sec. Tu deviens vieux, capitaine, et le rhum aussi. Tu crois vraiment qu'on va gober ton île à l'envers? Mais le capitaine ne répondit pas. Il avait tourné la tête vers la fenêtre, là où, dans le reflet de la vitre, le ciel semblait glisser à l'envers sur la mer. Tous s'étaient remis à leur verre et à leurs cartes, à leur bruit. Tous, sauf un enfant, assis au bout du bar. Il n'avait pas dit un mot, mais ses yeux brillaient. Dans sa petite main, il serrait fort un vieux coquillage trouvé sur le sable. Et dans ce coquillage, il lui semblait entendre le cri d'une mouette, comme joué à l'envers. On racontait souvent dans le village qu'Alistair n'était pas né comme les autres enfants.
Les anciens plaisantaient en disant que sa mère l'avait trouvé sur les rochers, enveloppé d'algues et de brumes, pleurant dans une conque nacrée. Un enfant des sirènes, disait-il en riant, tandis que ses parents souriaient, amusés mais complices. Et Alistair, lui, ne disait rien, car à 7 ans, il avait vu quelque chose que personne n'aurait cru. Un soir d'été, alors que la mer était d'huile et que la lumière rousse du couchant embrasait les vagues, Alistair s'était trop éloigné, courant pieds nus sur la grève. C'est là qu'il l'avait vue, dressée au-dessus de l'écume, une silhouette immense, faite de varechs, de coquilles et d'éclats de lune. Un regard ancien, profond, le scrutait depuis l'eau. Un monstre ou un dieu ? En tout cas, ça ne parlait pas. Mais dans la tête d'Alistair, il eut comme une pensée venue d'ailleurs. Un jour, tu auras besoin de moi. Alors je viendrai. Puis il disparut, avalé par une vague sans bruit. Personne ne crut l'enfant. Alors les années passèrent et Alistair grandit. Il devint marin, puis navigateur, et enfin capitaine d'une caravelle qui portait un nom, la Silencia. Il sillonnait les mers, libre et curieux, toujours avec cette étrange sensation qu'il n'était jamais vraiment seul sur les flots. Mais un jour, lors d'un tour sur le vieux continent, une tempête brisa le ciel en deux. Des vents furieux, un ressac démoniaque, et la Silencia éventrait. Ses hommes hurlèrent, les voiles furent arrachées comme des ailes trop faibles, et la coque craqua. Alors que le naufrage semblait inévitable, Alistair sentit soudain un silence tomber. Un silence pur, immense, profond comme la mer elle-même. Et là, surgissant des vagues noires comme un souvenir, il le vit. La même créature, le même regard. Le monstre des abysses souleva la coque brisée comme un jouet, la porta sur ses épaules de marée et l'éloigna des rochers tranchants comme des crocs. Puis il disparut à nouveau. Ces hommes dirent avoir vu une baleine colossale, d'autres une illusion née de la peur. Mais Alistair, lui, savait. Les années passèrent encore, et vint le jour de son mariage, un soir d'été, semblable à celui de son enfance. Au sommet du promontoire sculpté par les vents, Alistair échangea ses vœux avec la femme qu'il aimait. Et tandis que les cloches des barques résonnaient au large, il leva les yeux vers la mer. Là, posé sur un rocher baigné de lumière, il était là, majestueux, silencieux. Le monstre, le dieu, le gardien. Il ne fit que le regarder, et Alistair, souriant, inclina la tête comme pour remercier un vieil ami. Et dans son dos, ses parents riaient avec tendresse. Notre garçon, toujours dans la lune, ou plutôt dans la mer, il faut croire qu'il est vraiment un enfant des sirènes. Le ciel semblait s'être figé, tendu entre le gris des nuages bas et le miroir morne d'une mer sans nom. Une brume lourde, presque solide, noyait l'horizon. Et le Siris, petit navire de recherche océanographique, dérivait lentement sur des eaux où plus rien ne chantait. Même les goélands avaient déserté. À son bord, 3 silhouettes luttaient contre la fatigue et le silence. Alma, la capitaine, rigide et méthodique, le regard toujours rivé sur l'horizon. Yann, l'ingénieur, passionné de folklore marin, toujours prêt à voir des mystères dans chaque grincement. Et Jordan, opérateur radio, taiseux, précis, souvent plongé dans un monde de fréquences, comme s'il écoutait les fantômes de la mer. Il cartographiait une faille sous-marine nouvellement apparue, bien en dehors de toutes les zones connues, une anomalie géologique qui avait attiré leur curiosité. C'est Jordan qui l'entendit le premier. À 5h37, la radio grésilla sans prévenir, puis émit une voix brisée, hachée, à peine plus qu'un souffle. Mayday, ici, Iris, coordonnées, le temps, nous sommes piégés. Un silence, puis la voix revint. Le sang de Jordan se glaça. Cette fréquence, c'était la leur. Il vérifia les logs. Impossible, il n'avait rien transmis. Et pourtant le message se répétait. « C'est notre signal » murmura-t-il. « Une mauvaise blague » demanda Yann. « Non, dit Alma. C'est une balise d'urgence, mais elle ne vient pas de l'endroit où l'on va. »
Ils n'hésitèrent pas longtemps, ils n'étaient pas là pour ignorer les mystères. À l'horizon, quelque chose apparut lentement à travers la brume. Un édifice émergeant de l'eau, comme une épave oubliée. Un temple colossal, aux piliers incurvés, décoré de glyphes impossibles à déchiffrer, oscillant entre architecture humaine et cauchemar oublié. Ce n'est pas sur les cartes, marmonna Yen. Peut-être que ça l'est, mais pas sur les nôtres, répondit Jordan. Ils accostèrent sur une sorte de plateforme minérale, noire comme le jet. Une chaleur oppressante s'échappait des murs humides. Le silence était si total qu'ils entendaient battre leur propre cœur. Puis tout commença à dériver. Leurs montres s'arrêtèrent. Leurs ombres se déplacèrent dans la mauvaise direction. Les murs semblaient changer subtilement à chaque détour. Et puis, Alma disparut. Il y a une seconde à peine, elle ouvrait une porte gravée. La suivante, il ne restait que le vide. Jordan hurla son nom. Aucun écho, juste un souffle tiède, humide. Comme si le temple avait absorbé sa présence. Yann paniqua. Il courut dans les couloirs, frappant les murs, appelant Alma. Puis il se figea, littéralement. Debout, au centre de vastes halls ornés de statues brisées, Yann restait là, les yeux ouverts, les bras ballants, pétrifié par une force que Jordan ne comprenait pas. Il approcha et toucha son épaule. La peau était froide, molle comme de l'argile. Vidé de toute vie, son corps s'effondra au sol. Il ne restait que Jordan. Terrifié, il retourna vers le navire. Mais le Siris n'était plus là. À sa place, une version déformée du navire semblait l'attendre, partiellement fondue dans la réalité, comme une copie imparfaite projetée par une mémoire défaillante. Il remonta à bord, le souffle court. La radio était fissurée, mais pas hors service. Il travailla dessus pendant ce qui lui sembla des heures, et il finit par transmettre. « Mayday, ici le Siris. Coordonnées inconnues. Le temple. On est piégé. » Il eut un frisson, et il comprit. C'était lui. C'était lui le signal. Il resta là, immobile face à la mer, jusqu'à ce que la brume s'épaississe à nouveau. Puis, comme surgit d'un miroir, une autre silhouette de navire apparut. Le Siris, avec Alma sur le pont, avec Yann, les jumelles à la main, et lui-même dans la cabine radio. Jordan vit son propre visage. Il se vit entendre le message. Il se vit plonger à son tour vers l'enfer de pierre. Et il comprit à ce moment-là cette peur, cette faim. Il allait les revivre. Encore et encore. Voilà qui clôture la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. On se retrouve bientôt pour ma fête préférée, Halloween, qui nous promet, croyez-moi, de nouveaux contes errants.